Échange de tirs dans le Golan cet après-midi. Des roquettes venues de Syrie ont visé le territoire israélien sans faire de victimes. Réponse de l'armée israélienne qui a tiré plusieurs salves. Israël pointe du doigt le Hezbollah. 70e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz dans un contexte de montée de l'antisémitisme en Europe. Plus jamais ça, écrit ce soir Barack Obama, le président américain. Le coup de force d'un commando se réclamant de l'État islamique en Libye, prise d'otage dans un hôtel de luxe. Plusieurs étrangers ont été tués et les assaillants se sont finalement fait exploser avec des ceintures. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Est-ce la riposte annoncée depuis maintenant près d'une semaine et ce raid attribué à l'armée israélienne dans le Golan? En tout cas, des tirs venus de Syrie, tirs de roquettes, ont visé cet après-midi le territoire israélien. Il n'y a pas eu de victimes, mais tout de même l'évacuation du complexe de ski du mont Hermon où se trouvaient des centaines de personnes. Ça a riposté également en territoire syrien. Mais on ne sait pas encore ce soir s'il s'agit bien de cette riposte annoncée par le Hezbollah et l'Iran depuis plusieurs jours. On va parler de tout cela avec nos invités. Jacques Neria, bonsoir, bonsoir. Expert donc militaire et sécurité. Et puis Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. On sera également en direct évidemment avec nos envoyés spéciaux dans le secteur du Golan où s'est produit donc cet incident sérieux cet après-midi. Vous les voyez, Shai Ben Ari, Maxime Perez et Amjad Abou Arafeh pour les 3 chaînes d'I24 News et pour évoquer donc ce qui est peut-être le début de l'escalade annoncée entre Israël et le Hezbollah. ضرب أي أهداف في سوريا هو استهداف لكل محور المقاومة. Israel is always blamed. We are used to be blamed for any activities in the region, and this is the case. Of course, because of threats on behalf of Hezbollah, we should be ready. Alors, avant de voir en détail et en images ce qui s'est passé, un premier commentaire à tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression déjà que c'est bien le Hezbollah qui est à l'origine de ce tir qui n'a pas fait de victimes ni de dégâts majeurs? Autant que la certitude peut être certaine. Donc, je pense que c'est Hezbollah qui est derrière ces tirs. Et puis, c'est un coup de semonce de Hezbollah qui vient de rappeler à Israël que ce qui a toujours été au Golan ne sera plus dans le proche avenir. Olivier Rafovitch, c'est aussi votre sentiment? C'est bien le Hezbollah qui est derrière? D'abord, c'est pas un sentiment, c'est une information précise de renseignement israélien. C'est le Hezbollah qui a tiré sur Israël. Il est en train de vouloir chercher l'escalade de la violence sur le Golan, qui était pendant des années une région très calme, voire la plus calme presque des frontières d'Israël. Il engage ici également la Syrie, puisque nous voyons dans la Syrie le responsable également de ces tirs, puisque les tirs proviennent de Syrie. Mais il faut également dire ce soir que Tzahal est prêt et prêt à réagir extrêmement fort. Il faut le savoir aussi, il faut également que l'autre côté le sache, au cas où le Hezbollah ou d'autres chercheraient à enflammer la région. Ce qui est ici assez grave, c'est que il y a ici une volonté politique et militaire du Hezbollah, également de l'Iran, avec une Syrie affaiblie, de chercher ici peut-être l'ouverture d'un nouveau front, avec des options qui pour l'instant sont encore pas très claires, mais en tout cas très dangereuses. En tout cas, la riposte vient du territoire syrien. C'est un peu ce qu'on pressentait après les dernières déclarations. Il faut lire et écouter ce que disent les responsables de Hezbollah et les responsables iraniens. Ils l'ont dit très clairement dès le début qu'il y aurait des représailles. Des représailles seraient dans un endroit et dans un lieu ou dans un certain temps, je dis une dimension de temps qui est incertaine pour nous, qui sera une surprise. Ça peut être, je vous rappelle, après en 92, quand Abbas Moussaoui a été touché à l'époque par Israël,
la riposte est arrivée. Le chef du Hezbollah de l'époque. Le chef, oui, il était le chef du Hezbollah. C'était 40 jours après. Donc après les 40 jours de deuil, c'était Lamia en Argentine. Et ensuite, c'est répété avec l'ambassade. Donc je dirais les représailles de Hezbollah ne sont pas limitées, je dirais, au terrain du Golan. Ça pourrait être le Golan, ça pourrait être au Liban, ça pourrait être à l'intérieur d'Israël et naturellement autour un peu partout dans le monde. Regardez en Bulgarie, nous avons eu il y a 2 étés, c'était le Hezbollah qui était derrière l'attentat contre les touristes israéliens. Donc, je dirais qu'il faut s'attendre à tout. Le problème, c'est que naturellement, il y a un certain ordre de priorité. Le plus facile, c'est de dire qu'il y aura des représailles au Golan. Ce qui est certain, c'est que Hezbollah ne nous laissera pas vivre en paix comme Assad nous a laissé de vivre en paix pendant 4 décennies. Je dirais ça très clairement. Alors, on continue à en parler évidemment avec vous, mais on va regarder d'abord en images précisément ce qui s'est passé donc aujourd'hui avec le récit de Miri Maman. Il est 12h52 quand l'alerte retentit dans plusieurs localités du Golan. 2 roquettes tirées depuis la Syrie voisine se sont abattues en territoire israélien. L'une tout près d'un kibboutz, l'autre dans un terrain vague, sans faire ni blessés ni dégâts. Selon les médias arabes, 4 roquettes ont été tirées, mais 2 sont tombées en Syrie. Réaction immédiate côté israélien, les habitants de la frontière sont appelés à se rendre aux abris. Nous avons entendu la sirène, la situation d'urgence a été appliquée, les enfants sont rentrés dans les abris. Les vacanciers de la station de ski du Mont Hermon sont évacués. Nous avons commencé à skier et dès les premières minutes, on nous a annoncé qu'il fallait évacuer le site en raison de la situation sécuritaire. Les forces israéliennes et les pompiers se déploient autour des zones d'impact et l'armée riposte. Une vingtaine d'obus sont tirés vers le point de lancement des roquettes. Il s'agit de la riposte la plus importante vers la Syrie depuis des années. Une base militaire de Bachar el-Assad est touchée. Plusieurs militaires syriens seraient blessés, selon les médias arabes. Un peu plus tard, l'armée annonce que la vie peut reprendre normalement son cours dans la région du Golan. Normalement, ou presque, puisque les agriculteurs sont appelés à ne pas s'approcher des champs entre la route 98 et la frontière syrienne. La station de ski restera, elle, fermée au public jusqu'à nouvel ordre, y compris les routes qui y mènent, et les enfants ne se rendront pas à l'école jusqu'à ordre contraire. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne est en alerte maximale dans le nord du pays, après l'attaque d'un convoi en Syrie dans lequel se trouvaient plusieurs membres du Hezbollah, dont Djihad Mournier, ainsi qu'un haut gradé de l'armée iranienne. Le Hezbollah avait déclaré dernièrement qu'avec cette attaque, Israël avait franchi une ligne rouge et qu'il devait s'attendre à une réaction du mouvement terroriste. L'armée israélienne a d'ailleurs estimé aujourd'hui que le Hezbollah était à l'origine des tirs contre Israël. Pour l'instant, le calme est revenu dans le Golan et les régions du nord, mais les forces de sécurité israéliennes restent sur le qui-vive et prêtes à toute éventualité. Alors voilà donc pour le récit en images de ce qui s'est passé. On va aller sur place retrouver Maxime Pérez, notre envoyé spécial. Bonsoir Maxime. Ça fait plusieurs jours évidemment que l'armée israélienne se préparait à une éventualité telle que celle-là. Oui, c'est l'état d'alerte depuis maintenant près d'une dizaine de jours à la frontière israélo-libanaise, également à la frontière israélo-syrienne, d'où sont arrivés tout à l'heure ces tirs en provenant d'une zone sous contrôle du régime de Bachar el-Assad. 2 roquettes donc identifiées par les forces de sécurité israéliennes qui ont atterri tout près de kibbutz frontaliers, des kibbutz qui, il faut le dire, ont l'habitude généralement de faire les frais de la guerre civile en Syrie, de ces combats acharnés qui opposent les rebelles syriens aux forces de Bachar el-Assad. Mais cette fois, il s'agit bel et bien de tirs délibérés. Et ce soir, Israël qui pointe bien sûr un doigt accusateur en direction du Hezbollah. D'ailleurs, il faut bien insister sur ce point. La riposte de l'armée israélienne, ces tirs de contre-artillerie ont non seulement visé une position avancée de l'armée syrienne, mais également un important campement militaire des forces du régime, où il y aurait d'ailleurs eu un certain nombre de victimes parmi les militaires du régime. Et c'est également une base qui sert de repli aux combattants du Hezbollah qui opèrent dans le secteur. Ce soir, l'état d'alerte est maintenu, on imagine, Maxime Pérez, dans le secteur ? Oui, état d'alerte maintenu, mais il faut préciser que c'est pour l'instant une attaque sporadique. C'est une attaque bien en deçà des capacités militaires
du Hezbollah qui peut bien sûr porter des coups beaucoup plus importants à l'arrière-front israélien. Ça n'est pas cette riposte d'envergure, en tout cas redoutée par l'armée israélienne, mais en tout cas, on peut y voir un message de la milice chiite libanaise à l'égard d'Israël, un message de défiance qui veut dire que la frappe de Quneitra d'il y a une dizaine de jours, cette frappe qui a décimé une grande partie du commandement militaire du Hezbollah sur le plateau du Golan, n'a en rien entaché sa capacité de frappe sur le terrain et également sa détermination à ouvrir un nouveau front contre Israël depuis la partie syrienne du Golan. Bien sûr, les prochains jours et les prochaines semaines diront s'il s'agit d'un acte isolé sans conséquence ou si cet incident marque le début d'une lente dégradation sécuritaire sur le plateau du Golan. Merci Maxime Pérez en direct donc du Golan, tout près donc de l'endroit où s'est produit cet incident. Olivier Rafovitch, on évoquait tout à l'heure un possible coup de semonce uniquement. Il est clair que ça apparaît comme une riposte très mesurée pour l'instant. D'abord, c'est pas la réaction du Hezbollah qui peut venir. Je suis d'accord avec la possibilité dont parle M. Jacques Niria sur ce coup de semonce. Ce sera en fait un apéritif ou un début d'opération. Je voudrais quand même dire quelques éléments peut-être par rapport à cet événement d'aujourd'hui. La première chose, c'est que le Hezbollah aujourd'hui réagit. Il y a une action militaire, c'est pas par hasard des tirs qui sont arrivés par erreur sur le Golan. Il y a véritablement ici une volonté de frapper le territoire israélien, le Golan. Le Hezbollah sait qu'Israël est en préparation maximale au niveau militaire. Donc, au niveau israélien, il se pose la question de savoir de quelle manière il faut réagir à ce genre de tirs. Il faut réagir d'où viennent les tirs, c'est-à-dire du territoire syrien, ou alors réagir en territoire libanais, où là, véritablement, respire, vit et fort le Hezbollah. Et là, il y a un danger également, non pas seulement dans l'attaque d'aujourd'hui, mais dans la réaction israélienne de processus d'aggravation. Donc la réaction actuellement d'Israël est une réaction qui est mesurée, qui est pesée. On a tiré 20 obus d'artillerie vers des positions en territoire syrien. 2 roquettes de 107 mm ont été tirées du côté syrien vers le territoire israélien. Il n'y a pas de victimes, mais il semblerait qu'aujourd'hui, peut-être, le Hezbollah essaie de vérifier. Je crois que c'est pas seulement un coup de semonce, c'est également de vérifier de quelle manière Israël réagit. Ils savent également qu'Israël est en période électorale. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'éléments politiques internes en Israël qui font qu'Israël ne peut pas peut-être réagir de la manière dont on devrait réagir aujourd'hui, parce que certains pensent que ce serait ici une réaction qui servirait les intérêts des uns ou voire les intérêts des autres. En tout cas, il y a ici une possibilité de complication et que le Golan, donc ce territoire extrêmement calme pendant des dizaines d'années, devienne véritablement un champ de bataille. Et là, encore une fois, comme on l'a dit, les options sont multiples. Mais je pense aussi que le Hezbollah et l'Iran vont frapper autre part. Ouais. C'est aussi votre avis? On est au début là de ce qui peut être... Dans la littérature de Hezbollah qui a été diffusée pendant ces 2 dernières semaines, là, on voit très bien une concentration sur la Galilée. Pourquoi la Galilée? Parce que c'est un territoire qui est encore à l'intérieur du cœur israélien, du hinterland israélien. Et là, je dirais, il faudrait s'attendre à quelque chose de spectaculaire. Donc ça pourrait être quelque chose de spectaculaire, quoique je ne pense pas que ça soit uniquement limité au territoire israélien ou au Golan. Je pense que ce serait beaucoup plus facile pour Hezbollah de faire des opérations en dehors, je dirais, du territoire israélien, en Europe ou en Amérique latine, ou même en Afrique ou en Asie, comme il l'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises. Et tout simplement du simple fait qu'à partir du moment où c'est à l'extérieur, les représailles israéliennes ne peuvent pas être, je dirais, en mesure de répondre sur le territoire ou libanais ou syrien. Il faut se rappeler aussi que quand même Hezbollah est impliqué non seulement au Liban en train de mener une guerre contre l'État islamique à Arsal et à Tripoli, il est aussi impliqué en Syrie à côté du régime syrien, impliqué en Irak aussi, donc ce qui fait qu'il est assez, je dirais, limité du point de vue de ses forces. Donc tout engagement face à Israël ne peut être quelque chose de mesuré et de limité. Il faut de toute façon attendre ce vendredi, écouter le sermon de Nasrallah, et lui certainement donnera des réponses à certaines questions que nous nous posons aujourd'hui. Ouais. Je pense également qu'il faut vérifier aussi la perception que nous avons du régime d'Assad. On prend aujourd'hui le régime de Bachar el-Assad comme un régime qui est totalement impuissant à faire quoi que ce soit. Or, dans cette impuissance, évidemment par rapport au passé, il peut faire des choses.
Et il peut aussi réveiller quelque chose qui peut peut-être l'entraîner vers une position plus forte au niveau du monde arabe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous devons être en Israël très prudents quant à ce qu'on appelle à la mauvaise perception de l'ennemi, à une habitude qu'on a de penser qu'il va faire A et il peut faire B. On a eu ça dans le passé avec les pays arabes à différentes guerres, dans la guerre du Kippour. On a également dit peut-être une chose que je voudrais, avec votre permission, un petit peu corriger. Lorsque les Palestiniens, à l'époque de 82, ont voulu assassiner l'ambassadeur d'Israël à Londres, c'était le début de la guerre du Liban. C'était le prétexte. Ouais. C'était un prétexte pour Israël. Mais les prétextes peuvent également être utilisés d'un côté comme de l'autre pour ouvrir les guerres. Je voudrais souligner le fait qu'en 92, en février 92, d'ailleurs c'est la date pour date, c'est les mêmes dates qui, c'est quand même un pur hasard, c'est Abbas Moussaoui qui a été tué le 16 février, si je ne me trompe pas, et le 16 février aussi, c'est une date assez similaire. Jusque-là, Hezbollah n'avait pas, dans ses représailles, dans ses attaques contre Israël, n'avait pas traversé la frontière. Donc tous ces coups ont été limités en territoire libanais. À partir du moment où nous avons agi contre Abbas Moussaoui, le même soir, nous avons eu 50 roquettes sur Kiryat Shmona. Toute la région du Nord s'est enflammée pendant une période. Ce qui n'est pas le cas là. On a une réponse très mesurée. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'ils sont en train de penser, de cogiter quelle serait la meilleure réponse. Est-ce que serait un commando qui viendrait, disons, du côté de la mer pour attaquer Akko ou de Naharia ou des commandos qui seraient d'une manière ou d'une autre, arriveraient en Galilée et seraient à Nazareth. Et là, il faut s'attendre à quelque chose je ne voudrais pas être paniqueur, entre guillemets, mais tout simplement, il faut savoir que là, les options de Hezbollah sont très variées et tout simplement, malheureusement, nous sommes incapables pour l'instant de pouvoir pointer quelles seraient ces réactions. D'un autre côté, l'opération, si cette opération qui a eu lieu il y a quelques jours est une opération israélienne, cela voudrait dire qu'Israël aujourd'hui a une position proactive contre le Hezbollah et contre même des éléments iraniens qui sont liés au Hezbollah dans les attaques contre Israël. Donc, on peut attendre le Hezbollah, mais on peut aussi peut-être faire que l'État d'Israël et Tzahal, les forces de sécurité israéliennes, agissent avant que le Hezbollah agisse. Il y a aussi pour Israël pas mal d'options et pas mal de cibles possibles. Donc je pense que dans ce jeu à la fois du renseignement et puis également de la politique, également attendre le sermon de vendredi, c'est une possibilité. Mais on peut aussi ne pas l'attendre. On peut aussi faire d'autres choses pour également les rendre, eux, en panique, et pas que la panique touche le territoire israélien ou le nom d'Israël. Donc tout cela réuni, encore une fois, nous met ici dans une situation d'analyse et d'attente, mais Israël a également pas mal d'options possibles qui ne dépendent pas seulement du bon vouloir et de la volonté de Nasrallah. Je pense que les preneurs de décision en Israël ont dû se rendre compte que dans ce convoi qui était sur le Golan, il y avait des généraux, au moins un général iranien, on parle de beaucoup plus d'officiers iraniens, ce qui ramène, je dirais, cette attaque à la confrontation israélo-iranienne, ce qui nous amène à Netanyahou aux États-Unis pour dire aux Américains, écoutez, nous avons un ennemi qui est sur place, voilà la preuve, il était sur place, il était à 500 mètres de nos frontières, vous ne pouvez pas arriver à un mauvais accord avec les Iraniens, nous préférons qu'il n'y ait pas d'accord du tout que plutôt d'avoir un accord. Et surtout, nous voulons que vous agissiez en telle sorte qu'il y aurait plus de sanctions. Ce qui aujourd'hui, je dirais, dans le contexte américain, semble problématique parce que les Américains ne feront rien avant le 24 mars. Alors il y a aussi un élément qui mérite d'être porté à connaissance ce soir, c'est donc l'Iran qui aurait utilisé le canal américain pour faire passer un message à Israël et pour dire que la ligne rouge avait été franchie avec donc l'élimination de ce général, volontaire ou pas, ça on ne saura pas tout de suite. En tout cas, est-ce que ça c'est quelque chose qui est inquiétant ou pas, Olivier Rafovitch, que l'Iran prévienne aussi que la ligne rouge a été franchie, donc il y aura sans doute une riposte aussi à laquelle l'Iran sera associé? Écoutez, on a mentionné ici l'attaque qui a fait plus de 100 morts à Buenos Aires il y a plus de 20 ans contre la communauté juive et les intérêts israéliens. Donc avec la participation de l'Iran. Eman Mouranieh était l'élément qui a été, on va dire, l'envoyé des services secrets iraniens pour les actions extérieures terroristes. Donc l'Iran, depuis maintenant des années, frappe Israël, attaque Israël. Elle peut parler de ligne rouge, mais on peut en parler aussi de ligne rouge. Elle peut décider que cette ligne rouge maintenant a été franchie. Nous, on pense qu'elle a été franchie depuis déjà pas mal de temps. Le passage d'une information via les Américains, je ne sais pas. J'écoute cette information comme vous. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères iranien qui l'a dit aujourd'hui. Mais l'Iran aujourd'hui prendrait des très gros risques en tant que
État qui officiellement maintenant va revendiquer une action militaire contre Israël. Moi, je suis d'accord avec vous, Olivier. Je pense que l'Iran a tout intérêt aujourd'hui à minimiser les dégâts, à ramener le jeu à quelque chose de mesuré pour ne pas mettre en danger les négociations entre les Iraniens. Parce que ce que disent les Iraniens, il faut écouter ce qu'ils disent. C'est le Ayatollah Mahari, qui l'a dit. Il dit, écoutez, les Israéliens veulent faire échouer, c'est une provocation, ils veulent faire échouer ces négociations entre nous et les Américains parce qu'ils sont incapables d'accepter le fait que nous restions avec une option nucléaire. Donc c'est la perception des Iraniens qui est importante ici. Donc laissons passer le temps. Arrivons à un accord avec les Américains et ensuite, je dirais, les dés sont pipés. Ça sera, tout est déjà ouvert, on peut faire ce qu'on veut. Si l'Iran, pour un général de brigade qui était membre de l'appareil du renseignement et qui assistait le Hezbollah contre Israël, est prête à partir en guerre et à tout casser au niveau des négociations, ça me paraît, dans le jeu iranien, qui est un pays, au-delà de tout, extrêmement pesé, les décisions iraniennes, vous savez, les lettres persanes de Montesquieu viennent d'une histoire. Non, mais c'est pas par hasard qu'il a écrit ça comme ça. Les Iraniens sont des gens qui réfléchissent, et ils prendraient ici de très gros risques, je pense, à l'heure actuelle, pour ne pas avoir ce qu'ils veulent, au nom de vérité anti-israélienne. Ils sont anti-israéliens, ils sont en guerre contre nous via le Hezbollah, via le Hamas, via le djihad islamique. Donc cette guerre existe déjà depuis très longtemps. Nous la menons, souvent les mener sous la table ou en dehors des lumières. Et là, l'Iran, je crois qu'elle devra se calmer. En tout cas, elle prendra aussi de très gros risques. Alors, je voudrais qu'on retourne un instant justement dans le Golan, retrouver Maxime Pérez. Maxime, est-ce qu'on constate ce soir de nouvelles mesures prises par l'armée israélienne, un nouveau déploiement suite à ce qui s'est passé aujourd'hui ? Non, au contraire, l'armée israélienne a tenu à rassurer la population de ces localités en bordure de la frontière syrienne. Très rapidement, les routes d'accès au plateau du Golan ont été rouvertes à la circulation, au même titre que la station de ski du Hermon, où tout à l'heure près d'1 millier de visiteurs ont été précipitamment évacués. Il y a cette envie de la part des autorités de ne pas changer la routine, les habitudes. Pour l'instant, il y a certes un état d'alerte, mais rien n'indique sur le terrain que la situation est au bord de l'explosion, ou même que le Hezbollah prépare une attaque d'envergure imminente contre le territoire du plateau du Golan, depuis donc le territoire syrien, même si évidemment cette attaque et ces tirs de roquettes constituent un message d'avertissement à l'égard d'Israël. Merci Maxime Pérez, en direct donc du Golan. Il nous reste quelques minutes, mais il y a forcément des questions qui se posent quand même depuis ce raid mené supposé en tout cas mené par l'armée israélienne dans le Golan. C'est le choix, le choix de la cible qui pose question. Parce que c'est vrai que le fils Mournier, très jeune, n'a pas de contentieux, en tout cas pas encore avec Israël. Il était encore sédant qui n'avait pas été remplacé. Il avait tout juste terminé ses études de l'université et s'était engagé dans les rangs du Hezbollah pour succéder il avait même reçu, je dirais, le commandement de la part de Hezbollah de la région du Golan. Donc cela est acquis. Donc, mais à partir de là, dire que cette équipe de reconnaissance qui était sur le terrain était en train de préparer des attentats contre Israël, c'est gros. Et je dirais, c'est assez difficile à avaler. C'est une couleuvre impossible à avaler. À mon avis, ils étaient sur place pour superviser le déploiement de forces de Hezbollah et peut-être même des Basij iraniens pour préparer la contre-attaque contre les rebelles qui encerclent Quneitra et pour libérer en quelque sorte le territoire de leur emprise. Il faut regarder les choses comme elles sont. Il y a des choses qui sont acceptables dans ce jeu-là, et il y a des choses qui sont aberrantes. Dans ce cas-là, il m'est difficile à moi d'accepter cette version-là, de dire qu'il s'agissait d'une préparation d'attentats contre le territoire israélien. Mais si quelqu'un vient un autre témoin dira que le contraire et pourra me le prouver, je serai très content d'être convaincu. Peut-être Olivier Arvovitch. Moi, je pense que quelques jours après les menaces de Nasrallah, donc quelqu'un a éliminé ce convoi de plusieurs personnes, dont des Iraniens, dont des gens du Hezbollah. Pour Israël, c'est totalement inacceptable d'avoir une présence iranienne à ce niveau-là, avec le Hezbollah, en préparation d'attentats ou d'attaques, peu importe si c'est demain ou après-demain. Je crois que dans cette nouvelle donne, que le Hezbollah parle ce soir, mais nous aussi on parle de nouvelle donne en Israël, le jeu a changé avec des nouvelles règles. Israël ne va pas attendre que le Hezbollah attaque, frappe,
menace ou fasse des tunnels. Deuxièmement, il menace, il paie le prix des menaces. Je crois qu'il y avait une surprise du côté de Nasrallah de voir cet homme qui n'est pas un grand commandant, mais c'était un coup moral porté à Nasrallah personnellement. C'était le fils d'un grand chef du Hezbollah, aussi un méga terroriste, quelqu'un qui avait du sang sur les mains. Cette attaque est une bonne chose dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'Iran aujourd'hui, qui tente de s'infiltrer aux portes d'Israël et de porter atteinte à notre sécurité. Je crois que si cette attaque n'avait pas eu lieu, eh bien, demain, nous aurions vu encore des Iraniens et puis encore du Hezbollah et puis c'était une question de temps de voir une attaque prochaine. Je pense que si cette attaque a été le fruit des services militaires israéliens, de Tzal ou de services de renseignement israéliens, que nous connaissons un peu quand même, eh bien, ça a été réfléchi, pesé, et je pense que dans le cadre général, dans cette ambiance de menace permanente du Hezbollah, il est bon aussi que le Hezbollah sache qu'il n'est pas intouchable. Voilà. Le problème est le suivant dans cette équation-là. Tant qu'Israël ne s'était pas présenté comme responsable, ici on ne peut pas échapper à la responsabilité. On voit un hélicoptère qui tire deux missiles et le convoi. Il n'y a pas d'autres hélicoptères dans la région. Ce ne sont pas des hélicoptères de l'ONU. Donc c'est des hélicoptères qui viennent de chez nous. Tant qu'il n'y a pas prise de responsabilité, on regarde de l'autre côté. Donc, il y a eu des renseignements concernant des attaques israéliennes contre des convois de Hezbollah qui amenaient des missiles de Damas, tout ça. Ça a passé. À partir du moment où on se déclare ouvertement que c'est nous qui sommes les responsables, on est obligé de se mettre au premier front. Une autre précision, les Iraniens, ce n'est pas d'hier qu'ils sont sur le Golan. Ils sont là, ça fait déjà pas mal d'années. Ils sont installés sur place avec des postes d'observation électronique et autres sur le territoire israélien qui, à cause de la guerre civile en territoire syrien, à cause de la guerre civile en Syrie, ont été tournés du côté syrien. Mais ils sont là, les Bassites sont là au Golan depuis longtemps déjà. Enfin, là, ils sont peut-être un peu moins là. Voilà. Oui, là en ce moment c'est un peu plus. Oui, un peu moins de 6 hommes. Voilà. Merci en tous les cas Jacques Neria, merci Olivier Rafovitch. Voilà donc la situation en tension qui semble retomber ce soir, c'est ce que nous disait Maxime Pérez, en tout cas avec la réouverture par exemple du complexe de ski du Mont Hermon qui avait été évacué aujourd'hui suite donc à ces tirs de roquettes et puis pas encore non plus de réaction pour l'instant du côté libanais, du côté du Hezbollah ou du côté syrien donc après cette riposte de l'armée israélienne et donc ces tirs de roquettes intervenus en début d'après-midi qui n'ont pas fait de victimes ni de dégâts côté israélien. Dans un instant, on va se retrouver pour évoquer le 70e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz et le contexte évidemment pesant de l'antisémitisme qui grimpe en Europe. On se retrouve dans un instant. Échange de tirs dans le Golan. Cet après-midi, des roquettes venues de Syrie ont visé le territoire israélien sans faire de victimes. Réponse de l'armée israélienne qui a tiré plusieurs salves. Le Hezbollah est pointé du doigt ce soir par Israël. Page spéciale consacrée au 70e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz dans un contexte de montée de l'antisémitisme en Europe. Le coup de force d'un commando se réclamant de l'État islamique en Libye, prise d'otage dans un hôtel de luxe. Plusieurs étrangers ont été tués et les assaillants se sont finalement fait exploser avec des ceintures. C'était donc il y a 70 ans, jour pour jour, un détachement de l'armée rouge découvrait et ouvrait au monde ce que l'on ne pouvait imaginer, le camp d'extermination d'Auschwitz. Une cérémonie s'est tenue sur le site en Pologne, aujourd'hui en présence de délégations de chefs d'État et de rescapés, dont le nombre diminue évidemment d'année en année. Leur témoignage est donc précieux pour ne pas oublier cette tragédie. Leslie Rezoug a rencontré l'une de ces rescapés d'Auschwitz en Israël. Reportage. C'est un destin qui tient du miracle. Déportée successivement à Peterswaldo, à Auschwitz et à Birkenau, Laura Rusk est une survivante des camps de la mort. C'est en 1939 que sa vie bascule. Laura a alors 17 ans lorsque l'Allemagne nazie envahit son pays d'origine, la Pologne. Le quotidien paisible de l'adolescente change alors du tout au tout. Notre quotidien était marqué par la terreur, par toutes sortes d'humiliations et de persécutions.
Nous avions peur de marcher dans la rue car les gens se faisaient tirer dessus sans aucune raison. Ils se faisaient frapper et parfois ils étaient enlevés pour être envoyés dans les camps de travail ou des camps d'extermination. C'est notamment le cas de son père, officier de l'armée polonaise. Arrêté par les Allemands, il est tué pour avoir caché un morceau de pain. En 1942, Laura est raflée, parquée pendant des jours avec des centaines de personnes dans un stade. Elle voit se succéder les exécutions. Une sélection macabre s'organise. Si les plus vieux et les enfants sont mis de côté, pour les autres commence alors la marche vers Auschwitz. Tout d'un coup, j'ai vu ma mère marcher avec mes 3 petites sœurs. Mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. Ils sont tous passés devant mes yeux et ont disparu à jamais. Ils ont tous été envoyés à Auschwitz. Seule Laura est envoyée en camp de travail à Peterswaldo, un enfer qu'elle décide de fuir en s'évadant. Une entreprise périlleuse, pourtant elle parvient à quitter le camp grâce à une faille dans la façade. Mais sa liberté sera de courte durée. Dénoncée, elle est déportée à Auschwitz puis à Birkenau. Tondue, tatouée, elle est interrogée par la Gestapo sur son évasion. Un entretien qui ne lui fait pas perdre son sens de la répartie. Après l'interrogatoire, où on m'a demandé comment je m'étais échappée, il voulait rédiger un rapport sur celui qui m'a aidée. J'étais surprise par sa dernière question. Il m'a demandé « Auschwitz vous plaît ?» Après quelques minutes de réflexion, j'ai été inspirée et j'ai répondu calmement « Je n'ai pas à me plaindre ». Dès la libération des camps, Laura Röskh s'est donné une mission claire, lutter contre l'oubli. De l'Allemagne à la France, en passant par les États-Unis, partout elle raconte son histoire. J'avais le sentiment que je devais honorer le message de tous ces gens qui, au dernier moment de leur vie, en suffoquant dans les chambres à gaz, ont écrit en grattant les murs « Ne nous oubliez jamais ». Malgré ses 92 ans, Laura Röskh ne se fatigue pas de raconter son histoire, car elle n'a qu'un seul souhait, qu'une telle barbarie ne se reproduise plus jamais. Alors, je vous le disais, cérémonie officielle tout à l'heure sur le site du camp d'Auschwitz en Pologne, à laquelle n'assistait pas le président russe Vladimir Poutine, en raison précisément de la crise ukrainienne. Il a préféré présider une cérémonie depuis Moscou, au cours de laquelle il a mis en garde contre toute tentative de réécrire l'histoire de la Shoah. À Paris, cérémonie officielle également présidée par le chef de l'État français, François Hollande, après le drame vécu par la communauté juive et les récents attentats antisémites. Eh bien, François Hollande a tenu à adresser un message en direction des Juifs de France. Vous, Français de confession juive, votre place est ici, chez vous. La France est votre patrie. Vous lui avez donné votre talent, votre travail, votre courage et parfois votre sang. Notre pays ne serait plus la France s'il devait vivre sans vous. Et si le terrorisme vous conduisait à vous éloigner de la terre de France, de la langue française, de la culture française, de la République française qui a émancipé les Juifs, alors le terrorisme aurait atteint son but. On est à présent en direct depuis Jérusalem avec l'avocat Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Bonsoir Serge Klarsfeld, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, le président américain Barack Obama écrivait « Plus jamais ça ». Est-ce que vous avez l'impression, Serge Klarsfeld, qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, il faudrait rajouter un point d'interrogation derrière le « plus jamais ça » ? Oh, certainement, c'est-à-dire que les Juifs de France sont dans l'incertitude
quant à leur avenir, parce qu'il y a le terrorisme, fondamentalisme islamiste, et puis il y a la montée électorale du Front National, et il est évident que les Juifs sont dans l'inquiétude, dans l'angoisse, et pour des gens comme moi qui appartient à la génération des enfants pourchassés, qui ont connu la Gestapo, dont les parents sont morts à Auschwitz, il est évident que nous ne sommes pas toujours rassurés, même par les compliments que nous adresse le président de la République. Ce que nous voulons, c'est aussi des décisions fortes. Nous avons remarqué que tous les terroristes qui ont frappé les Juifs, qui ont frappé les journalistes, étaient tous fichés, et nous ne comprenons pas qu'ils n'aient pas été placés en rétention administrative, comme ont été placés des dizaines de milliers de Juifs qui n'avaient strictement rien fait en 1939 et en 1940. Donc on voudrait des mesures qui permettent de mettre fin à ce terrorisme, et nous espérons, grâce à la volonté du gouvernement, que cela sera une réalité. Est-ce qu'à votre avis, le travail de mémoire aujourd'hui est justement s'estompe? Est-ce que finalement la Shoah, avec malheureusement la disparition des derniers rescapés, eh bien peut-être bientôt disparaîtra aussi de l'actualité? Est-ce que c'est une crainte? Oh, je suis très confiant dans l'avenir de la mémoire de la Shoah, parce que il y a des milliers et des milliers d'ouvrages publiés par des universitaires sur la Shoah. Il y a une très bonne connaissance de ce qui s'est passé. Il y a des milliers d'élèves et d'étudiants qui travaillent. Là-dessus, je suis confiant. Je suis beaucoup moins confiant sur les événements politiques qui, eux, dépendent des passions, dépendent des crises et dépendent de la volonté des hommes. Et cela, on n'est jamais sûr de cela. Et les barrières mentales que peuvent constituer la mémoire ne sont que peu de choses quand les gens sont en proie justement à des passions et à des crises. Dernière question, Serge Klarsfeld. En 1938, il y a ceux qui ont fui l'Europe, prédisant peut-être la catastrophe qui allait arriver aux Juifs. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez aux Juifs de France qu'il faut peut-être imaginer la même chose? Pardon, je n'ai pas compris la question. Je disais en 1938, je n'ai pas entendu de Jérusalem. Beaucoup ont fui l'Europe, imaginant ce qui allait arriver aux Juifs quelques années après. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les Juifs de France doivent peut-être imaginer la même chose et partir? Les Juifs de France, je n'ai pas compris la question, je dois dire, je l'entends mal. La liaison n'est pas très bonne. J'aurais essayé une dernière fois. Est-ce que vous pensez que la situation aujourd'hui des Juifs de France qui songent à partir avec ce qui se passe doit être comparée à ceux qui ont quitté l'Europe en 1938 en imaginant ce qui allait arriver? Oui. Alors 1938 ou 1939, si les Juifs avaient pu quitter l'Europe, beaucoup auraient quitté l'Europe, mais ils n'avaient pas où aller, les frontières étaient fermées partout. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est difficile de quitter l'Europe alors qu'on y a sa patrie, on y a ses habitudes, etc. Et donc, les départs ne seront des départs que s'il y a des situations politiques extrêmes. Alors à ce moment-là, les gens partiront. En Allemagne, quand les situations étaient extrêmes, des dizaines de milliers de Juifs ont été obligés de partir et sont partis. Mais aujourd'hui, nous regardons, nous sommes dans l'expectative et nous attendons de voir comment réagiront les gouvernements de l'Union européenne. Nous espérons que les Juifs ne continueront pas à quitter l'Europe. En 1938, il y avait 9 millions de Juifs en Europe. Aujourd'hui, il y en a moins de 2 millions. 6 millions sont partis, mais d'autres ont émigré vers Israël, vers les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont 6 millions de Juifs, Israël aussi. L'Europe perd ses Juifs, mais elle les perd aussi parce qu'elle risque de les perdre si elle ne les protège pas.
Merci beaucoup Serge Klarsfeld d'avoir été en direct avec nous depuis Jérusalem. Jérusalem où s'est tenue également aujourd'hui une cérémonie commémorative au musée qui préserve justement la mémoire de la Shoah, le mémorial Yad Vashem. Reportage Mathias Inbar. D'Auschwitz à Jérusalem. C'est ici, dans la pièce du souvenir au mémorial de Yad Vashem, que les rescapés de la Shoah d'origine française ont souhaité commémorer le jour international de la Shoah, marquant aussi la libération du camp d'extermination nazi par l'armée rouge. Un moment de recueillement où le silence de cette pièce sombre glace le souvenir des rescapés. Sami Green est l'un d'entre eux. Il se remémore les faits plus de 70 ans plus tard, mais n'hésite pas à se projeter vers l'avenir. Mon histoire personnelle, c'est quand vous avez 2 ans et 2 mois que vous êtes réveillé à 6 h du matin par la police française, j'insiste bien français, qu'on vous prend vous, votre soeur et votre mère, qu'on vous amène dans les autobus au Veldiv. Là, vous restez 5 jours à crier, à pleurer. J'avais 2 ans. Les seules choses que depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, si on peut pas dire que c'est un souvenir, mais je ne supporte pas le bruit, je ne supporte pas la saleté. Du Veldiv, on vous envoie à Pithiviers. Pithiviers, vous restez 1 mois. De Pithiviers, vous partez à Drancy, où on attend qu'on soit 1 millier à peu près avec des adultes pour être envoyé à Auschwitz. C'est qu'avec vu ce qui se passe non seulement en France mais en Europe, j'ai peur. Et quand je vois ce qui se passe, disons, et quand je rentre ici, je dis pourvu que ça ne recommence pas. Des propos qui font écho aux récentes publications selon lesquelles les actes antisémites ont doublé en France en 2014. Après avoir déposé des gerbes en l'honneur des victimes, l'ambassadeur de France en Israël et une députée du Bundestag, le Parlement allemand, ont souhaité quant à eux rappeler que le combat contre l'antisémitisme continue en Europe. Oui, nous avons de vrais problèmes d'antisémitisme en Europe et il est de notre devoir de lutter contre ce phénomène. Je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses il y a une quinzaine de jours à Paris, des juifs tués parce que juifs. Tout cela démontre une seule chose, c'est que 1, il ne faut pas oublier, 2, il faut poursuivre le combat. Et l'ambassadeur français d'affirmer qu'un Allemand sur 10 n'avait jamais entendu parler d'Auschwitz et qu'il était donc du devoir des puissances occidentales de ne pas tourner la page. Et autre lieu symbole de la persécution des Juifs en Europe, choisi aujourd'hui pour célébrer cette mémoire, le camp de transit de Terezín, tout près de Prague, en République tchèque. C'est de là que des milliers de Juifs tchèques, allemands, sont partis ensuite vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Sur place, on retrouve notre envoyé spécial, Maël Benoliel. Oui, Jean-Charles, je me trouve donc ici à Terezín, à environ 60 km au nord de Prague, tout près de la frontière allemande, pour la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Et c'est donc derrière moi que se déroule la cérémonie officielle organisée par le Congrès juif européen en collaboration avec la République tchèque évidemment et le Parlement européen. Cette cérémonie vient donc marquer les 70 ans de la fin de la guerre et la libération des camps de concentration nazis. Je vous rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le cadre de la solution finale, les nazis mirent en place ici à Terezín, Theresienstadt en allemand, un camp de transit pour les juifs tchèques et un ghetto pour les juifs allemands et autrichiens. Environ 150 000 juifs y furent déportés. Le ghetto de Terezín servait aussi de lieu de propagande puisque différents films nazis y ont été tournés sous les ordres de Joseph Goebbels, ministre de l'Éducation et de la propagande nazie. Il s'agissait là pour le Troisième Reich de présenter Theresienstadt comme une colonie modèle où les Juifs étaient bien traités. Dans le cadre de cette journée commémorative, s'est également tenu hier et ce matin le 4e forum international appelé Let My People Live, Laissez mon peuple vivre, organisé là aussi par le Congrès juif européen. Il s'agissait pour les nombreuses personnalités politiques et publiques venues du monde entier de discuter et de débattre afin de tenter de trouver des solutions à la recrudescence de l'antisémitisme, du racisme et de la xénophobie en Europe et dans le monde. Et au cœur des débats, évidemment, il a beaucoup été question de la montée de l'islam radical et des derniers attentats qui ont frappé la France. Maël Benoliel, donc depuis Terezín. Et justement en France, la police a mené tôt ce matin une opération anti-djihadiste dans la petite ville de Lunel. C'est dans l'Hérault, dans le sud de la France. 5 personnes y ont été interpellées, soupçonnées de faire partie d'un important réseau d'acheminement de combattants vers la Syrie. On écoute. Si l'implication des personnes soupçonnées est confirmée par l'autorité judiciaire,
Ce sera donc une filière particulièrement dangereuse et organisée qui aura été démantelée ce matin, une de plus. Enquête ouverte après le crash meurtrier d'un avion F-16 hier en Espagne lors d'un exercice militaire de l'OTAN. 11 pilotes ont été tués, les 2 pilotes grecs du F-16 qui s'est crashé et puis 9 autres de l'armée française qui se trouvaient au sol pour participer à cet exercice. On écoute les explications d'un expert aéronautique. Quand on a perdu les commandes, quand on n'a plus de propulsion, quand on n'a pas assez de vitesse pour pouvoir s'orienter, il n'y a pas vraiment de solution. L'avion a une trajectoire qui est balistique et va aller jusqu'au sol tout droit quasiment. Quand on participe à ce genre d'exercice TLP, en fait c'est des exercices de l'OTAN où l'élite des pilotes de tous les pays vont se regrouper pour faire des exercices. On va simuler des batailles, simuler des combats aériens. Donc c'est vraiment des pilotes expérimentés en général qui vont dans ce genre d'opération. Donc là, c'est d'autant plus étonnant justement qu'on avait des personnes qui étaient très formées et très équipées justement, avec des très bons avions, très bien entraînés, très bien encadrés. Donc on a de la place pour trouver. En Libye, à Tripoli, un commando terroriste se réclamant de l'État islamique a pris d'assaut un grand hôtel de la capitale. Une prise d'otage qui s'est terminée dans le sang. Au moins 5 morts parmi les étrangers présents dans cet hôtel. Et puis les 4 membres du commando qui se sont ensuite fait exploser. Léa Berdugo a été donné par 4 hommes armés. Quelques minutes auparavant, les assaillants ont fait exploser une voiture piégée devant l'établissement, tuant un garde de sécurité. 2 autres membres des forces sécuritaires ont été tués par balle. Selon un témoin, les assaillants auraient tiré au hasard lorsqu'ils sont entrés dans l'hôtel. Un responsable sécuritaire a annoncé que 5 étrangers ont été tués. Pourchassés et encerclés au 24e étage de l'hôtel par les forces de sécurité, les assaillants se sont ensuite fait exploser, tuant ainsi une autre personne prise en otage. Quelques jours avant l'attaque, l'hôtel, connu pour accueillir des diplomates et des dirigeants libyens, avait reçu une menace les invitant à évacuer le bâtiment. Cet assaut a été revendiqué par la branche libyenne du groupe État islamique. Il intervient alors que la Libye est prise dans un conflit entre 2 gouvernements parallèles, l'un reconnu par la communauté internationale et l'autre constitué par une administration rivale installée à Tripoli. La capitale a été conquise par Fajr Libya, une puissante coalition de milices, notamment islamistes. Le chef du gouvernement autoproclamé se trouvait d'ailleurs au sein de l'hôtel au moment de l'assaut, mais il a été évacué sain et sauf. L'État islamique avait déjà revendiqué plusieurs attaques en Libye où règne le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Et en Syrie, l'État islamique a diffusé une 2e vidéo ce soir où il menace d'exécuter dans moins de 24 heures le 2e otage japonais, mais également le pilote de l'air jordanien que vous voyez sur cette photo capturé il y a plusieurs semaines lors d'une opération de la coalition internationale. Comme il l'avait annoncé, le président américain Barack Obama est arrivé à Riyad en Arabie Saoudite, accompagné de son épouse, pour présenter ses condoléances après la mort du roi Abdallah. Il doit s'entretenir ce soir donc avec le nouveau roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, et évoquer la situation régionale. En Argentine, une semaine après la mort suspecte du procureur Nisman, la présidente Kirchner, elle-même visée par l'enquête du magistrat, a fait une annonce spectaculaire hier soir. Elle a pointé du doigt la responsabilité des services secrets argentins dans cette affaire. Julia Ganancia. Première déclaration télévisée depuis le début de l'affaire Nisman. Lundi soir, Cristina Kirchner a annoncé la dissolution du principal service de renseignement d'Argentine qu'elle met directement en cause dans la mort du procureur Nisman, le procureur qui les accusait d'entraver l'enquête sur l'attentat de Lamia de 1994. Un séisme dans le monde du renseignement. L'Argentine ne peut pas continuer d'être traitée de cette façon. Une profonde réforme du système judiciaire est nécessaire. Il est nécessaire que les 3 branches du pouvoir de l'État affichent la transparence. Dans le cas du procureur Nisman, c'est un grand défi pour le système judiciaire, un grand défi. Car pour de nombreux Argentins et l'opposition, le gouvernement est derrière la mort du procureur le 18 janvier, éliminé selon eux par peur des révélations qu'il devait faire au Congrès le lendemain. Lundi soir, pendant le discours de Cristina Kirchner, environ 200 personnes ont réclamé justice pour Nisman devant le palais présidentiel à Buenos Aires. Nous sommes ici parce que nous devons défendre nos droits, notre liberté. Avec la mort de Nisman, ils ont un peu tué tous les Argentins.
Le magistrat en charge depuis 10 ans de l'enquête sur l'attentat de la mutuelle juive Amia en 1994 a été retrouvé mort dimanche dans son appartement de la capitale. Pour l'instant, de nombreuses interrogations subsistent sur les circonstances de sa mort. L'enquête se poursuit dans cette affaire hautement politique, mais pour l'attentat de la mutuelle qui a fait 84 morts, plus de 20 ans après, il n'y a pas un seul condamné ni un seul détenu, malgré les conclusions de l'enquête du procureur qui mettait directement en cause 4 hauts responsables iraniens. Alberto Nisman, dans une dernière déclaration, soupçonnait l'Iran d'être protégé par le gouvernement argentin pour mieux négocier des contrats commerciaux. À Gaza, l'agence de l'ONU chargée de financer la reconstruction des maisons bombardées lors du conflit de l'été dernier a annoncé aujourd'hui qu'elle n'avait plus d'argent. Elle est donc obligée de stopper tout financement pour ces reconstructions, faute d'avoir reçu les 5 milliards de dollars promis lors de la récente conférence du Caire par les pays donateurs. Direction maintenant les États-Unis où la tempête annoncée a finalement été moins importante que prévu. Certes, la neige est bien tombée, mais à New York par exemple, l'interdiction de circuler a finalement été levée ce matin. On est d'ailleurs en ligne avec un habitant de Brooklyn, donc dans les quartiers, l'un des quartiers de New York. Alain Azaria, bonsoir. Vous êtes courtier immobilier donc à Brooklyn. La situation est donc moins terrible que prévu, vous confirmez ? La situation en fait est quasi normale. Nous nous attendions à avoir une tempête très virulente, très violente, mais ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si nous avons ici la culture du drame plus qu'ailleurs, mais non, il fait un soleil éclatant, il n'y a pas de tempête, il y a un peu de neige sur les arbres, et on s'en sort, les voitures circulent. Malheureusement, la plupart des shops, des magasins sont fermés pourtant. Donc, mais vous, par exemple, vous êtes allé. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Oui, vous, par exemple, vous êtes rendu à votre travail aujourd'hui ? Alors non. Aujourd'hui, en fait, on travaille en fait quelque part de la maison, mais on a aussi toutes les technologies de pointe nous permettant de conduire, de faire notre business. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Donc, ce n'est pas une grande pénalité, hormis le fait que dans mon métier, je ne peux montrer les propriétés aujourd'hui. Donc, c'est une journée dédiée à la recherche, allons-nous dire. Merci beaucoup, Alain Azaria, donc courtier immobilier à Brooklyn, donc New York, qui était en direct sur i24 News. En Grèce, présentation aujourd'hui du nouveau gouvernement emmené par le Premier ministre Alexis Tsipras, qui a été intronisé hier. On attendait évidemment le nom du ministre de l'économie. Eh bien, il s'agit de Yanis Varoufakis, économiste âgé de 53 ans, connu pour son hostilité à la politique d'austérité imposée à la Grèce par l'Europe et le FMI. Les sports, c'est tout de suite. Lise Barenbaum nous rejoint. Bonsoir Lise. Bonsoir. Alors le tennis, là, avec une grosse sensation aujourd'hui en Australie, l'élimination de Rafael Nadal. Oui, apparemment on ne bat pas Thomas Berdych 18 fois de suite. Nadal était invaincu face au Tchèque depuis 2006, mais cette fois-ci, il a été battu en 3-7, 6-2, 6-0, 7-6 et un peu plus de 2 heures. Mais après 1 heure de jeu déjà, Nadal était mené 2-7-0. Il a passé près de 3 quarts d'heure sans remporter le moindre jeu et en face, Berdych a gardé son calme, même quand Nadal a repris du poil de la bête dans la 3e manche. Et il l'a dit, Berdych, il était prêt pour cette victoire. C'est la 2e fois d'affilée qu'il se retrouve dans le dernier carré à Melbourne. Donc jeudi en demi, il va tenter de se qualifier pour la 2e finale de Grand Chelem de sa carrière. La dernière en date, c'était à Wimbledon en 2010. Là, la demi-finale, ça sera contre Andy Murray. Nadal était déjà très en difficulté au 2e tour. Je vous propose d'écouter ses réactions après cette défaite. C'est sûr que j'avais besoin de quelque chose de plus pour être plus compétitif. Comme j'ai été au 3e set. La 3e manche a été la meilleure. J'ai vraiment fait du bon tennis. Mais auparavant, je n'ai pas joué avec assurance, avec l'intensité suffisante. J'ai joué trop court. Je lui ai facilité la tâche. On ne peut pas gagner un match de quart de finale en Grand Chelem en aidant son adversaire. Et c'est ce que j'ai fait.
helping the opponent to play well. So that's what I did. Voilà, Lucida, Nadal, évidemment, c'est pas la première fois qu'il échoue en Australie. Non, il y a eu plusieurs cas de figure malheureux. Alors, il y a eu les blessures. L'année dernière, il perd en finale contre Wawrinka à cause d'une blessure en dos. En 2013, il est forfait parce qu'il doit se faire opérer du genou. Il y a eu aussi des grosses défaites en 2012 en finale contre Djokovic. Et puis, 4 ans plus tôt, en 2008, en demi-finale, il est éliminé par le Français Tsonga. Mais il faut quand même rappeler qu'il a gagné l'Open d'Australie en 2009. C'était face à Roger Federer. Alors, il affrontera donc en demi-finale Andy Murray-Berdych. Oui, l'Écossais qui a nettement dominé Nick Kyrgios en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. L'Australien de 19 ans, 53e mondial, qui n'a pas démérité puisqu'il atteint quand même pour la deuxième fois les quarts de finale de Grand Chelem après l'année dernière à Wimbledon. Et cette année, Murray aura à cœur d'aller jusqu'au bout. Le protégé d'Amélie Mauresmo qui a déjà raté 3 fois en finale à Melbourne. C'était en 2010, 2011 et 2013. Allez, on dit un mot rapidement de Sharapova, la revenante. Oui, elle n'a laissé aucune chance à Eugénie Bouchard. Victoire en 2-7, 6-3, 6-2. Elle ira en demi affronter sa compatriote Ekaterina Makarova. Et ben voilà, merci beaucoup Lise Barenbaum. Donc de beaux matchs en tout cas aujourd'hui à l'Open d'Australie qui continue jusqu'à dimanche. On va se retrouver nous dans un instant pour notre page spéciale élection en Israël. Élection 2015, ce sera pour le 17 mars prochain avec donc dans quelques jours le dernier délai pour clôturer toutes les listes. Et puis un débat qui pour l'instant semble décalé entre la droite et la gauche. C'est ce qu'on évoquera dans un instant. Problème économique d'un côté, problème sécuritaire, diplomatique de l'autre. Pour l'instant, tout cela ne se rencontre pas, ce qui donne un débat un petit peu faussé. A tout de suite.